And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Eh bien, bonjour. Ben, on n'est que quatre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bon, comment vas-tu, Tatiana? Ça va? Bien, 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 bien. Il fait toujours trop, trop chaud à Moscou, mais sinon, ça va. Freddy, ça va bien? Freddy? Ah ben, pas pour l'instant, en Belgique, ça va. C'est exceptionnel. Oui, bon. Et C'est Michel? sec. Michel? Ben, bonjour, il commence à faire froid chez nous. Aïe, 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 aïe. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, il y a des chances que la prochaine fois, vous me voyez en manteau. Bon, eh bien, on va commencer ce tour du monde. Alors, évidemment, on va commencer par ceci. L'effet carte et image à l'appui avec les indispensables d'Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, un constat sur le terrain, les forces russes avancent très vite. Oui, et sur tous les fronts, Marie-Aline. Regardez, particulièrement dans le nord-est, autour de 4 localités, Kupiansk, Siversk, Toretsk et Pokrovsk. Avancées russes, premièrement à Kupiansk, où des divisions s'étaient regroupées dès le printemps et multipliaient les assauts. Dorénavant, les Ukrainiens y subissent aussi les frappes de l'artillerie et des attaques de drones. Les Russes revendiquent également les territoires situés au sud de Siversk, mais aussi aux abords même de cette ville qui est régulièrement attaquée. Les observateurs sur place font état de plusieurs attaques simultanées. Un petit peu plus au sud, Toretsk est maintenant englouti par les soldats de Vladimir Poutine. Des nuées d'unités russes, notamment des escadrons à moto, ont repoussé les forces ukrainiennes dans les localités alentours. Et c'est enfin à Pokrovsk que les forces russes utilisent tout leur arsenal, essaims de drones et bombes planantes. L'armée russe y exerce une pression constante sur les flancs de la ville. La voilà maintenant pratiquement prise en tenaille. Eh oui, Pokrovsk va-t-elle tomber? Alors, Tatiana, qu'est-ce qu'on dit à Moscou de cette ville? J'adore déjà les présentateurs qui disent les soldats de Vladimir Poutine. Déjà bien qu'ils ne disent pas personnellement, comme on dira. Les envahis, je dis, c'est ses propres soldats. Hein. On ne peut pas même parler de l'armée russe. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est triste, enfin dans la série, que on demande, il y avait une demande qui a été faite à laisser les soldats en vie, en tout cas à Pokrovsk, on dit Krasnarmesk ici. Mais bon, c'est ainsi la guerre. S'ils ne déposent pas des armes, bon, ils seront morts. Donc, Vladimir Poutine a invité les journalistes du monde entier, à commencer par les journalistes ukrainiens, de venir sur le territoire de la ville pour constater ce qui se passe, pour finalement pousser un peu les autorités ukrainiennes de donner l'ordre à ces soldats de se rendre, ainsi de leur garder la vie. Voilà. La préoccupation, elle est surtout dans cet ordre-là, parce qu'encore une fois, c'est aussi les Russes, quoi. Voilà. Les Russes n'ont pas tellement envie de tuer les Russes. La Russie ne combat pour l'Ukraine, elle combat aussi pour les Ukrainiens. Et alors, que dit la presse à Moscou là-dessus? Ben, la presse à Moscou, voilà, il dit que c'est. On espère que l'ordre de déposer d'armes sera donné. Sinon, ben, ces gens-là, un peu comme bah, ça dépend parce que tu vois, à Azovstal, il y avait aussi des gens qui ont déposé des armes, qui étaient partis, qui sont revenus après sur le front. Donc, tu as pas mal enfin, pas mal. Il y a certaines personnes qui disent que non, il ne faut pas les libérer, il ne faut pas les laisser en vie parce qu'après, ils vont se retourner avec les armes contre les Russes. Mais les plupart, quand même, pensent qu'il faut être miséricordieux et que, voilà, si ces soldats rentrent, il faut qu'ils Alors, vivent. est-ce que Pokrovsk est une place importante?
Oui, 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 mais ça, je l'ai entendu dire depuis au moins 3 ans par, on va dire, les journalistes acquis à la cause ukrainienne, dire que le jour où Pokrovsk tombera, le front tombera, qu'après, il n'y a plus de défense. C'était la ville peut-être la plus protégée en Ukraine. Donc, c'est vrai que là, c'est plutôt, enfin, ça sent pas très bon, comme on dit, pour les Ukrainiens. Mais bon, ils ne peuvent pas admettre aussi la perte de cette ville parce qu'effectivement, ça admettre aussi que le front tombe. Ah, M. Zelensky a admis qu'il fallait peut-être rapatrier les troupes vers l'Ukraine, enfin vers le reste de l'Ukraine. Je suis Oui, en oui, train de se écoute. demander, là, il y a le général en chef là, qui commence à... Cherski, Oui, 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 qui dit que tout ça, c'est des informations russes et que toutes ces villes-là sont absolument pas entourées. Bon. Tu oui. sais que son Peut-être. papa est en Russie. Il a demandé les Russes à accueillir son papa pour les problèmes de santé et les Russes ont accepté et il est hospitalisé, juste pour info. Mhm. D'accord. Alors, Michel, qu'est-ce que tu penses, toi, de la position de Pokros? Je parle de Cherski, hein. Bon, la prise de la ville et des autres villes aussi, qui sont pratiquement entre les mains des Russes. On voit de plus en plus de troupes russes dans le territoire. Donc, ils ne vont pas accepter officiellement comme ça que c'est fait, mais il y a de plus en plus de sources qui montrent la présence russe sur le territoire et donc la messe est dite. La messe est dite. Je pense qu'à ce stade ici, c'est maintenant une question de heures ou de jours, ou pire des semaines, mais Oui, mais alors le problème c'est qu'après Pokrovsk, il n'y a plus beaucoup de défense ukrainienne, de lignes de c'est Non, il n'y défense. en a plus. exactement ça. C'est Voilà. Il y a plus. exactement ça. C'est une ville qui a été renforcée parce qu'après cela, c'est vraiment une étendue qui serait moins disposée pour les protections et les installations des systèmes de défense. Donc, dès que la ville tombera complètement, ben, ça va être une ouverture totale. Le drame, c'est qu'il y a des soldats ukrainiens qui sont encerclés Ouais. et qui vont se retrouver. J'ai l'impression qu'on va vivre un bis repetita de ce qui s'est passé avec la ville de Azovstal. C'est Ouais. ça. C'est exactement ce que j'ai dit, oui. J'espère, vraiment, j'espère qu'on leur donnera l'ordre de se rendre pour leur permettre de rester en vie. Ou alors de pouvoir enfin partir, parce qu'ils peuvent encore partir. Non, c'est plus possible. La fenêtre s'est refermée malheureusement. Non, non, c'est plus possible de partir. Non, je crois qu'il y a encore des Non, possibilités. non, 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 c'est plus possible. Et c'est pour ça que la Russie donc a demandé aux journalistes du monde entier de venir en disant que comme elle contrôle tous les territoires, ils donnent l'accès à la ville. Bon, les Ukrainiens, ils ont dit non en disant que ben, déjà, ils font pas confiance aux Russes, mais surtout que s'il y a les journalistes qui viennent sous le territoire qu'ils considèrent encore ukrainiens, ils seront hors la loi. Mais bon, je les vois mal interdire l'accès à la ville si les Russes l'autorisent. Mm. Et toi, Freddy, qu'est-ce qu'on en pense en Belgique? Enfin, qu'est-ce qu'on en pense à Charleroi? C'est Ouais. en Belgique, c'est autre chose, hein. Bon. Ben écoute, ben, c'est la guerre, hein. Fais ce que tu veux, hein, c'est la guerre. Et depuis le temps que je suis le dossier ukrainien, ben, c'est clair que l'Ukraine a perdu la guerre, hein. C'est Mm. tout. Voilà. Mais ce sont les Alliés, c'est même pas les Ukrainiens, ce sont les Alliés qui font durer plaisir, hein. Parce qu'ils ont d'autres objectifs. Et pousse Zelensky, qui lui aussi a ses intérêts, à continuer la guerre, hein. Ce sont nos dirigeants européens, les grands démocrates, qui font tout pour massacrer les citoyens ukrainiens. Voilà. Pour leur calcul impérialiste, en fait, hein. Voilà. Faut pas oublier un petit détail, et puis je vous laisse avec ça. C'est l'origine du problème, c'est le démantèlement de la Russie, hein. Ne pas oublier ça, hein. Ils ont toujours ça dans le petit à Thomas, hein. Hein, ils ont écrit ça
à l'encre indélébile, hein, pas oublier. Hein. Donc, Poutine, il joue un jeu, ou bien il gagne carrément la guerre, ou bien il sera tout le temps sous pression. Hein. Alors, Alors, il doit vraiment les humilier. ce qui est Ah, terrible, voilà. ce qui est terrible, c'est on a pris les Ukrainiens, on les a lancés dans cette guerre, et que maintenant, c'est encore une guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une réalité. C'est vraiment Ouais. une réalité. Ben, Alors, si Ouais, les non, les mais Ukrainiens Ukrainiens continuent à se battre, incroyable quand même. doivent faire, les Ukrainiens, c'est retourner leur fusée contre leurs généraux pour arrêter la guerre. Ils doivent se retourner contre leurs généraux, abattre leurs généraux et Zelensky. Oui, bon, ça serait dit, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont très, très anti-russes. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se battent furieusement contre les Russes. Ah ben alors, ciao les gars, voilà, vous allez mourir. Ah, je le dis, moi. Non, mais c'est la réalité. Il y a Ah, ben, pas... c'est la réalité, ok. Ah ben, ciao les gars. Alors, il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi qui se disent on ne veut plus y aller. On ne, on ne veut plus y aller. Il y a beaucoup de gens qui disent actuellement non, non, c'est terminé. Regardez cette petite vidéo. Смотри, они запрятались. Смотри, они запрятались. Они в машине сидят. Слышь, пацаны? Alors, c'est à Odessa. Ce sont des recruteurs qui se font vraiment tabasser. il y avait trois voitures, donc deux se sont sauvées, une arrêtée. Tu sais, Odessa, c'est une ville, on dit que c'est une ville, en tout cas, les Odessites le disent, ils considèrent cette ville comme une ville russe. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se tiennent pas forcément toute cette petite affaire. Donc aujourd'hui, le maire de cette ville a été, on l'a enlevé de sa place et on a mis un responsable militaire. Mm. Oui, on a expliqué que le maire, je ne sais pas, ils avaient une double nationalité, nationalité russe et ukrainienne. Il faut quand même le dire qu'ils sont beaucoup d'avoir une double nationalité, même au Parlement, il y aura Rada, ukrainien et russe, parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, je dis, on a ressorti ça et on a mis un responsable militaire à la place du maire. Et ça, tu vois, on dit que les Ukrainiens, l'armée ukrainienne ne fait pas tellement confiance, je veux dire, aux habitants d'Odessa. Et si les Russes arriveront, c'est pas sûr que les Ukrainiens ne vont pas basculer directement de côté russe. De toute façon, même aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment dire, de partisans, enfin, les gens qui travaillent dans l'ombre pour l'armée russe dans ces zones-là. Et à Odessa, il y a énormément de blogueurs qui parlent et qui soutiennent la manœuvre russe, faut dire, très fortement. Donc ça, c'est un exemple même qui est contre-exemple des Ukrainiens qui ne se tiennent pas, je veux dire, l'autorité sur place. Ouais. Donc l'exemple que tu as donné, c'est ni le premier ni le dernier. Il y avait d'autres. Maintenant, on les montre peut-être un peu plus, mais bon, Mais de même temps en temps, même les Ukrainiens se révoltent. oui, mais même un peu partout en Ukraine, hein, il y a des gens qui se Oui, révoltent, oui, oui, bien sûr, qui ne veulent bien pas être, sûr. enfin, On être. n'a pas envie d'aller mourir pour une cause qui est perdue d'avance. D'ailleurs, Philippe, qui n'est pas là aujourd'hui, nous le disait, il nous avait témoigné et il nous disait vraiment qu'il avait vu des gens qui voulaient absolument pas se faire mettre sous les drapeaux. Non. Michel? Non, mais c'est clair, c'est une tendance qui est en train, qui va de plus en plus et s'est multipliée parce que contrairement à ce qu'on veut présenter dans la presse occidentale et particulièrement dans la presse française, parce que les autres presses ne sont plus aussi orientées que ne le sont la presse française en particulier. Et je crois qu'il y a encore peut-être deux, trois pays. Mais la tendance est vraiment que les Ukrainiens aspirent à la paix
Et de plus en plus, ils savent que les choses ne se présentent pas bien. Ils savent que ils vont perdre encore les quelques rares ressources des personnes ukrainiennes qui existent encore. Donc, au-delà de leur patriotisme, au-delà de leur désir d'assurer leur indépendance, etc., il y a la réalité qui est venue frapper à leur porte et ils sont très conscients de cela. Et c'est pour ça qu'ils trouvent que ça ne vaut pas la peine de pouvoir euh, engager encore d'autres personnes qui n'auront pas le temps d'avoir la formation nécessaire pour être nécessairement efficaces sur le terrain et qui sont pratiquement envoyés comme de la viande à abattre au front. Donc, Et c'est vraiment une réalité démographique aussi. oui, c'est une réalité démographique. Et au-delà de ça, je crois que c'est Tatiana qui en parlait, qu'il y avait, quand ils ont essayé un peu de, de réduire un peu les règles strictes de l'immigration à leur niveau, ils ont relâché un peu les lois du pays. Il y a eu plusieurs milliers de jeunes qui ont fui le territoire. Ouais, Parce que, bon, très rapidement. c'est ça. On Donc, nomme par la frontière polonaise, il paraît qu'en 2 mois, il y a 100 000 jeunes qui sont partis. 100, 1, 0, 0, 0, 0. 5 000 d'accord. jeunes qui sont partis uniquement par la frontière polonaise. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, Et, à ce rythme-là, comme il y a plus de gens qui sont en âge d'aller combattre et qu'on décide de plus en plus de réduire l'âge, ceux qui sont plus jeunes se disent, on est les prochains, on ne va pas sacrifier notre avenir juste pour faire plaisir au président Zelensky ou à Macron et à sa clique. mais alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'en 2022, je me rappelle très bien de Caroline Galacteros qui disait au micro de Berkov, qui disait, mais de toute façon, l'Ukraine ne peut pas gagner. C'est une question démographique. Et là, on la traitait de pro-russe. Mais c'est fou, hein? On la traite toujours de pro-russe, mais le problème, c'est que, ou du moins l'aspect qu'il y a au niveau de Madame Galacteros, c'est qu'elle, elle part sur les faits et travaille, tire ses conclusions à partir des faits, alors que les gens ont plus de réactions épidermiques sans nécessairement tenir compte des faits. Et c'est normal qu'à la longue, le temps lui donne raison et ceux qui la critiquaient hier vont trouver encore d'autres raisons de la critiquer. Oui, bien sûr. Mais alors, il y a encore des gens qui ne partagent pas du tout ce genre de choses. Ce genre de... Ah, ah, merde. Pardon. Oh. Excusez-moi. Euh, Je pense que l'armée russe est plus proche du point de rupture que l'armée ukrainienne en réalité. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que Poutine ne veut pas arrêter la guerre pour une raison simple. Il ne sait pas arrêter cette guerre. Son régime dépend de la guerre. Sa légitimité est fondée sur la guerre. Donc même s'il voulait l'arrêter, ce dont je rejoins monsieur l'ambassadeur, en réalité, il ne saurait pas faire. Parce qu'il faudrait gérer les conséquences. Et gérer les conséquences, c'est la chute du régime. c'est quand même le vice-chef d'état-major de l'OTAN, à l'ancien. Ouais. On est bien arrangé avec des chefs pareils. C'est fou, hein? Tu sais, je veux dire une chose. On a parlé de questions démographiques. Au début, en 2022-23, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont partis en Occident. Il y en a beaucoup aussi qui sont partis en Russie, mais on pourrait dire que c'était un tiers en Russie, 2 tiers en Occident. Aujourd'hui, c'est, comment dire, la tendance, elle est contrebalancée. Il y a beaucoup plus d'Ukrainiens qui viennent en Russie. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 10 millions d'Ukrainiens qui sont venus en Russie.
en fuyant la guerre. Euh, c'est assez impressionnant parce que moi qui essaie donc refaire mes papiers russes, enfin, de la citoyenneté de la Fédération de Russie, je vais souvent dans tous ces organismes où justement on fait ces petits papiers et je vois mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens. Et au début, disons que on a tellement expliqué que les Russes les détestaient, que s'ils étaient prisonniers, ils étaient très maltraités, et que bah, de toute façon en Russie on vivait tellement mal. Enfin, même Monsieur Yakovlev, il expliquait qu'il n'y avait pas de toilettes et tout ça. Avec le temps, il y a plus en plus de gens, justement ceux qui partent en Russie, qui voient comment ça fonctionne. Il y a plus en plus d'informations. Il y a plus en plus de soldats qui sont, on va dire, qui étaient arrêtés et qui étaient relâchés, qui racontent comment ça se passe. Donc, les relations, la haine d'Ukrainiens par rapport aux Russes, elle commence d'être plus en plus mitigée. Et aujourd'hui, c'est vrai, je dis, c'est beaucoup moins. La frontière entre les deux, il est beaucoup moins arrêté. Voilà. Donc, ça aussi, il faut quand même le prendre en considération. Parlant de démographie, oui, il y avait à peu près 45 millions d'habitants en Ukraine avant la guerre. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y en a que 25. Donc, à peu près. Voilà, 25, en sachant qu'on compte là-dedans aussi les nouvelles régions, les régions maintenant qui sont devenues russes. Donc, c'est vraiment un pays, à mon avis, qui ne se relèverait pas d'un point de vue démographique. Les seuls Ukrainiens qui vont perdurer en tant qu'Ukrainiens, même étant sur le territoire russe, ce seront ceux qui vont rentrer justement dans la Fédération de Russie. Les gens que tu vois à Moscou en train de demander des passeports, ce sont des Ukrainiens, donc du Donbass, mais du côté russe, qui sont partis en Russie. Pas seulement, pas seulement. C'est ça qui est surprenant. Pas seulement, j'en parle avec beaucoup. Et disons que ceux qui sont, attention, c'est même pas seulement, je dis pas du tout, parce que ceux qui sont de nouvelles régions, eux, ils sont déjà considérés comme russes. Ils n'ont pas à faire la démarche pour obtenir leur nationalité, tu vois. Ils ont juste à faire la démarche locale, on va dire, de changement de passeport. Ce que moi je raconte, c'est ceux qui viennent des territoires qui sont à court des territoires ukrainiens. Alors, où ils passent alors? Ben, il y a plusieurs frontières par lesquelles on peut passer. Donc, il y a plusieurs moyens, notamment ils viennent tous à Sheremetyevo, mais il y en a. Non, mais c'est vraiment étonnant. Et ce sont des Ukrainiens qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, ben, ils ont bien compris que, premièrement, déjà en Russie, on vit pas si mal que ça. Secondo, leurs diplômes sont reconnus, leurs droits sont reconnus, ils parlent la même langue. Donc, pour eux, je veux dire, recommencer une vie dans cette condition-là est beaucoup plus simple que d'aller en Europe où ils ne parlent pas de langue. Et finalement, leurs diplômes sont pas forcément reconnus. Ils pourront pas avoir les mêmes niveaux de vie qu'ils pourraient avoir en Russie. Donc, le calcul est très vite fait. Même si c'est, comment dire, pas démocratique, la vie est quand même meilleure. En tout cas pour eux. Voilà. Je suis quand même étonné de savoir qu'il y a des Ukrainiens qui passent d'Ukraine en Russie. Oui, mais parfois, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a plusieurs parcours, mais il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, moi, je suis vraiment sidérée de voir, il y a quoi, il y a à peu près un an, quand je fais mes démarches, il y avait, dans les proportions, il y avait beaucoup plus de gens qui venaient du Sud, de la Russie. Maintenant, on va dire que les lois ont un tout petit peu évolué, donc disons que je les croise moi parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes parcours, mais en revanche, je vois vraiment beaucoup d'Ukrainiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Il y a aussi des gens un petit peu comme moi, mais je veux dire ceux qui font un petit retour en arrière, mais pas tant que ça. Mais les Ukrainiens, il y a vraiment beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont leur famille ici, donc il y a, enfin, c'est vraiment, je veux dire, c'est un petit peu comme on a fait en Afrique, tu vois. On a pris une règle, on a séparé en deux, on a défini que là, vous êtes là et là, vous êtes là, sans prendre en considération ni la culture, ni l'histoire, ni les familles, ni rien. On a défini que d'un côté, vous êtes russe, de l'autre côté, vous êtes ukrainien. Mais bon, je veux dire, de ce côté-là, il y a 80% quand même de Russes. Voilà. Les gens qui parlent russe dans la famille, qui restent russes et qui gardent leur culture russe. Voilà. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Moi, ça ne me surprend pas personnellement parce que il y a, il y a beaucoup de choses communes entre les Ukrainiens et les Russes, historiquement, culturellement.
même, je ne sais pas, Tatiana va pouvoir me confirmer l'information, la Russie a pris naissance dans ce qui est aujourd'hui une partie de l'Ukraine avant de pouvoir s'étendre. Donc, il y a beaucoup des personnes, il y a beaucoup de couples qui mixtes ukrainiens, russes qui existent. Les gens ont des familles en Ukraine, les gens ont des familles en Russie et je me souviens encore de cette histoire qui avait été racontée où deux cousins se sont retrouvés dans deux armées différentes. Ils étaient face à face en train de se tirer dessus parce qu'ils portaient des couleurs différentes. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des personnes qui vont en Russie pour obtenir une nationalité russe. Oui, C'est... Michel, Oui. moi, ce qui m'interroge, c'est pas ça. Moi, je vois très bien. Mais le parcours que peuvent faire ces gens pour arriver en Russie. Ça me... Ben, ça ne Voilà. me surprendrait pas dans la mesure où c'est vrai qu'il y a la guerre, c'est vrai que les frontières sont suffisamment euh, étanches, mais quand même dans les zones de guerre. Mais la Russie a d'autres portes d'entrée, pas seulement directement à partir de l'Ukraine. Il y a d'autres points d'entrée qui, hors de l'Ukraine, où des personnes peuvent quitter l'Ukraine, aller dans les territoires voisins et à partir de là, rentrer en Russie. Donc, c'est possible. Pour moi, c'est dans le domaine du possible. Et alors, Michel, sur la presse française et sur ce général, hein, qu'est-ce que tu en penses? Oh, celui-là, je ne peux pas le supporter. Dès que je le vois, je sens qu'il va encore sortir des énormités et ça n'a pas raté. Il avait disparu à un moment Oui, c'est vrai. de, de la télé et je me suis dit, bon, ça y est, ils ont vu qu'il racontait trop des histoires infondées. Non, ils sont allés vraiment pêcher le fond du panier pour le ramener à l'écran et il est venu. Ça n'a pas raté, il a encore raconté des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. C'est comme Ils dans, veulent simplement entretenir un certain narratif, ils veulent maintenir un certain discours pour justifier l'approche, la position des armées, des présidents occidentaux en français, britanniques et autres. Mais ça colle de moins en moins. Ça marche de moins en moins. Ça ne trompe plus personne. Les gens savent que la question a déjà été réglée. Donc, c'est fou, hein, et ils ont ressorti également l'ancien du KGB, alors je ne sais plus comment il s'appelait. oh, celui-là, il raconte n'importe quoi. Celui-là, je crois que il a une haine personnelle des comptes à rendre. Bon, C'est il a dû lui arriver quelque chose qu'il en veut systématiquement. Chaque fois qu'il peut répandre son venin, il ne se prive pas. Même quand il y a des choses qui sont La mort infondées. de Poutine, oui. Ouais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, en parlant de la Russie qui ne peut pas s'arrêter en, je veux dire, la guerre, puisque c'est ça, c'est sa nature même. En décembre 2021, les Russes ont demandé, donc ils sont allés aux États-Unis, ils ont demandé de revoir les problèmes sécuritaires en Europe entièrement. Ici, ça a été fait. On n'aura pas été, enfin, nous ne serons pas là. En réponse, on leur a dit que non seulement non, mais on va, comment dire, vous montrer de quel bois on se chauffe. Et il y avait les troupes qui sont arrivées à la frontière de Donbass. Et si la Russie n'aura pas répliqué, on ne sait pas ce que ce sera passé. La Russie, une fois qu'elle a rentré ses troupes, en allant jusqu'à Kiev, on lui a proposé, Zelensky a proposé donc arrêter le combat et signer la paix. Ça peut être fait en Istanbul et on n'y sera pas là non plus. Depuis ce temps-là, il y avait 4 propositions de revoir tout ce problème-là, je veux dire, à la base, par les Russes, et à chaque fois, on leur a dit non.
à chaque fois, à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est pas l'Ukraine qu'on veut sauver. On veut soumettre la Russie. Et c'est pas la même chose. Et la Russie, pour elle, c'est un combat existentiel. Même si vous ne le voyez pas comme ça en Occident, elle, c'est comme ça qu'elle le voit. Tatiana, il y avait ça, et puis il y avait les ventes d'armes. Johnson qui est arrivé à Kiev pour... bon, il était payé par des gens qui armaient l'Ukraine. Ouais, mais bon, ça, c'est un petit bonus, je pense. Je pense pas qu'il a fait que pour ça. Je pense que c'est un petit bonus, mais bon. Et le problème, c'est que la Russie, c'est un pays où il y a très peu d'hommes et qui est extrêmement riche. Extrêmement riche. Soumettre la Russie pour l'euro-atlantisme, pour le nouveau monde qui vient, le nouveau monde technologique qui va arriver, c'est indispensable. Je dis, c'est une guerre pour l'existence de l'un et de l'autre. Mm. Donc l'Ukraine aujourd'hui, c'est un terrain et c'est, on va dire, c'est un sacrifice. Et l'Occident sacrifie bien l'Ukraine en prenant bien en considération que ce qu'il manque le plus à la Russie, c'est les êtres humains. Donc on extermine ces futurs Russes parce qu'on dit ce sera toujours ça de moi. Voilà. And if you look at Russian economy and just give you some numbers, I think many people will be shocked. So this is numbers of growth, unemployment, debt, and budget deficit of Russia, EU, UK. Sorry, I'll run through some of them. So Russia last year grows 4%, Europe, UK around 1%, a little bit less than 1%. 4% of Russia grows. Unemployment in Russia 2.2%, in EU 6%, in UK 5%. Debt to GDP in Russia around 15%, in Europe around 100%, in UK 97%. Budget deficit in Russia 2.6%, in the EU 3.3%, in UK 5.1%. Oui. Ça, c'est la réponse à Yakovlev. Tu vois, je vais te montrer les bienfaits des sanctions. Tu vois les bots? Il y a Michel qui est en train de parler. Ah, excuse-moi, je les garde. Il n'y a pas de problème. Non, je disais simplement que les discours de Yakovlev ne sont que des termes en l'air parce que il suffit de prendre le temps d'étudier un peu les résultats, les chiffres sur le terrain, que ce soit, là, il a parlé du chômage, il a parlé de la dette et tout. Si on prend la peine vraiment, honnêtement, sans laisser emporter par un courant ou un autre, on part sur les faits bruts. On s'aperçoit que les choses en Russie, c'est vrai que l'économie peut traverser des moments difficiles sur certains points, mais les Russes sont dans des meilleures conditions comparées aux Européens, comparés aux Britanniques, comparés aux Français. Ils sont dans des meilleures conditions, ce qui fait que même en termes d'autonomie, ils auront beaucoup plus de facilité à vivre une forme d'autonomie que les autres pays aux alentours. Oui, et puis la dette n'a rien à voir, je veux dire. Rien. Oui, enfin, c'est pas comparable. Je disais donc, je vous montrais mes bottes. Voilà, vous voyez, les bottes. C'est des bottes en cuir qui sont donc, vous voyez, doublées en fourrure, tout ça. Bon, ils n'ont rien d'exceptionnel en première, sauf qu'ils sont faits en Russie. Ce sont des bottes en cuir, qui sont d'ailleurs très jolies, fabriquées en Russie. Là, j'ai des crayons de papier. Hein. Ils sont fabriqués en Russie. Je suis assis sur les coussins derrière moi, qui sont fabriqués en Russie. La lampe que vous voyez là, derrière moi, elle est fabriquée en Russie. Et je peux donner plein d'exemples comme ça de fabrication russe. Il y a 4 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 4 ans, on ne trouvait pas des bottes, parce que sont vraiment formidables, les mêmes bottes, hein, mais on ne trouvait pas des bottes fabriquées en Russie parce que tout venait de l'Occident, tu vois. Tout ce qui était vêtements, tout ce qui était, on va dire, des trucs comme ça, les trucs de base, ça venait de l'Occident. En 4 ans, la Russie a totalement changé. Aujourd'hui, le Made in Russe, enfin, fabriqué en Russie, est vraiment mis en avant dans tous les domaines. Et ça, on va dire, c'est à cause des sanctions, mais aussi grâce aux sanctions.
La Russie, non seulement elle s'est adaptée, mais je veux dire, elle a permis un développement ou plein d'activités, ou plein, je dis, de tranches d'activités auxquelles on n'aurait même pas pensé. J'ai même un manteau que j'ai acheté, qui était fabriqué en Russie. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, si tu veux acheter une paire de bottes fabriquées en France, tu peux en trouver, mais ce ne sera pas le même prix. Si je comprends bien, Tatiana, tu pourrais filer cette chose à Monsieur Trump. Monsieur Trump serait tout à fait content d'avoir des sanctions, alors. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Enfin, je lui ai dit, je lui ai rien dit, mais j'ai dit dès le début, j'ai dit, mec, si tu veux relancer ton pays, le meilleur moyen, c'est les sanctions. Mais attention, la Russie, ça fait 25 ans qu'ils se préparent à ça. Parce que ça fait 25 ans qu'on savait que ça va être exactement ça. Depuis, on va dire, 2005, en Russie, je veux dire, dans les universités, enfin, dans les écoles de commerce, il y a une spécialité. Donc, les gens qui font des études là-dessus, des spécialités de comment contourner des sanctions. Et je dis, ils ont fait une spécialité, et c'est des gens qui n'ont pas peur de rester au chômage prochainement, hein, parce qu'ils font confiance à euro-atlantistes. Je veux dire, il y a toute une économie parallèle qui est créée, et cette économie parallèle, elle est en train de détruire l'Occident, parce que plus le temps passe, plus ça devient normal qu'on peut contourner les chemins officiels. Il y a toute une économie aujourd'hui qu'on ne peut plus surveiller, qui passe en dehors de Switch, qui passe en dehors de l'assurance. Les fameux bateaux fantômes, ils sont bien assurés auprès de qui? Aujourd'hui, les plus grandes boîtes d'assurance, ils sont plus en Grande-Bretagne, ils sont en Inde. Tu vois, il y a toutes ces petites choses qui fait que, je veux dire, on est en train de se nuire à nous-mêmes, mais je parle de l'Occident, mais au niveau qu'on s'imagine même pas. On est en train de vraiment pousser une économie parallèle qui, petit à petit, va remplacer tout le reste. Je pense que la situation, les sanctions, premièrement, les sanctions, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais donné vraiment des résultats concrets. L'Iran est sous sanctions, mais il continue de vivre. La Corée est sous sanctions et continue de vivre. La Russie. Il y a plusieurs endroits où ils ont sanctionné et ça n'a pas empêché les gens de continuer à vivre. Donc, les sanctions n'ont jamais donné les résultats escomptés. Au contraire, les sanctions ont poussé les gens à rechercher euh, l'option de solution D, l'option qui viendrait à partir des ressources, à partir des autres orientations, qui permettraient ainsi de s'en sortir. Et toutes ces nations-là s'en sont sorties. Ce qui a fait la force de la Russie, et je rebondis sur ce que Tatiana vient de dire, c'est que les Russes s'étaient préparés à des sanctions. Et quand vous êtes préparé, vous savez comment réagir. Contrairement, par exemple, à l'Union européenne, qui repose sur le soutien des États-Unis. Et quand le président Trump a commencé à menacer des sanctions, ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à dire oui à tout ce qu'il était en train de dire parce que eux ne sont pas préparés. Ils se disaient toujours les États-Unis seront là pour nous supporter et ils se sont reposés là-dessus. Et aujourd'hui qu'ils se rendent compte que ce support peut se retourner contre eux, et les gens sont désemparés. On s'aperçoit que l'industrie a été négligée, on s'aperçoit que tout ce qui était des ressources qui pouvaient amener un développement ont été bradés et d'autres carrément vendus à d'autres nations, aux États-Unis en particulier. Merci, M. Macron, et sa politique. Donc, les sanctions en soi n'apportent pas vraiment des résultats. Et si jamais on est préparé, ben, on sait déjà comment s'en sortir, comment retourner les choses. Et ceux qui ne sont pas préparés, ce sont ceux-là qui tremblent devant les sanctions. Mais je pense que si demain, l'Union européenne, par exemple, décidait de dire, bon, on va faire les choses autrement, ben, sans nécessairement se reposer sur les États-Unis, ça pourrait apporter quelque chose. Mais la volonté n'est pas là. Les gens qui sont à la tête sont des personnes qui ont été préparées, formatées par les Américains pour qu'ils agissent en Europe
pour les intérêts d'abord des Américains, au lieu que ce soit pour les intérêts des différentes nations européennes. Tu voulais dire quelque chose, Freddy? Oui, oui. Je voulais dire, on discute beaucoup de la Russie, des problèmes économiques, tout ça. Et maintenant, si Michel vient de soulever le lièvre, de ça comme ça, ben, c'est un gros lièvre, hein? C'est qu'en Europe, c'est la désindustrialisation, hein? On est en train de vider le continent de tout ce qui produit des richesses qui permettent de, de, de rémunérer, d'assister le peuple. On est en train de tout perdre, hein? Et d'ailleurs, la preuve, ce sont les plans gouvernementaux. En Belgique, fin du mois prochain, on a 4 jours de grève, dont un jour de grève générale, hein? Parce que les affaires, le gouvernement, vraiment, il nous casse, il nous casse. Voilà. Le départ, enfin, le départ, c'est pas vraiment. Ouais, un des départs, ça a été l'histoire du gaz, hein? Oui. Nord Stream. Et là, quand tu vois que le président enfin, le chef allemand a fermé sa gueule devant le président américain, alors qu'il condamnait l'Allemagne à la récession, parce que l'Allemagne, c'est la récession, hein. Ils sont en train de déménager les entreprises, de licencier partout, quoi. Et c'est épouvantable. Nos alliés, avec un triple Z, nos alliés américains sont en train de nous niquer, hein. Et grave, hein. Ils sont en train de nous niquer grave, hein. Et apparemment, C'est vrai, on a les yeux cousus. C'est quelle tribu qui fait ça? Qui coud les yeux? c'est vrai. Oui. En Amazonie, je crois, ils cousent les yeux. Eh ben ici, nos dirigeants, ils ont les yeux cousus, hein. Ça, c'est... Et en plus, et en plus, Et en quand plus, on voit ce qui se passe, l'extrême droite est en train de monter partout, hein, en Europe. On aura le fascisme bientôt, hein. Pur et dur, hein. Alors, je voilà. ne sais pas, mais enfin bon, ouais, ça monte, oui. C'est pas vraiment le fascisme, hein. Mais enfin. Alors, le Enfin, fascisme, c'est par contre, normal, on a des clampins comme ministre. Des gens qui n'ont pas d'esprit pour le peuple. Ils ont des esprits pour les banquiers, pour le je veux dire, ouais. Bref, ils n'ont pas un esprit pour le peuple. Donc, ils nous sacrifient. Voilà ce qu'ils font. Et alors, au niveau de la qualité des ministres, enfin des députés, on a le fond du panier, hein, le fond du fond, hein. Voilà. regarde d'ailleurs, à propos d'un ministre. Il se trouve que le mur de Berlin est tombé et que quelques décennies plus tard, Vladimir Poutine a décidé de se lancer dans une course impériale, quasi coloniale, pour reconstituer en quelque sorte l'URSS. Mais nous n'allons pas le laisser faire. Et nous sommes infiniment plus riches et plus forts que la Russie de Vladimir Poutine. Et il le sait. Alors, est-ce que nous sommes plus riches et plus forts que la Russie de Vladimir Poutine? Si je prends les chiffres de l'industrie et certainement en sidérurgie, on est en effondrement, hein. Ce n'est pas compliqué. Alors, plus riche, plus fort, on repasse, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Monsieur Barrot, je ne comprends pas très bien il est quand même, enfin, c'est étrange quand même, non? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Mais, Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Qu'ils disent non, on est carrément nul des lavettes, on a complètement bradé notre industrie, qu'on est totalement incapable de faire quoi que ce soit. On le L'Europe, voit. l'Europe, au lieu d'avoir un c'est discours un guerrier petit comme ça, continent désindustrialisé sur lequel il n'y a aucune source énergétique. non, mais Tatiana, L'Europe, le sans boulot, l'Afrique, sans la Russie, sans Tatiana, l'Asie, Tatiana, c'est rien. le boulot de ce mec, c'est diplomate, non? Bref, comme Kaka, comme Calas, Oui. c'est aussi c'est une diplomate, je te rappelle. Il représente même l'Union européenne. Voilà. C'est pas un diplomate, c'est un ministre des Affaires étrangères. Et la France, elle gère ses petites affaires étrangères, on va dire ça comme ça. Je veux dire, quand on est un petit pays, je suis désolée, mais quand on a un petit pays, en tout cas au nombre, je veux dire,
de mètres carrés, enfin de kilomètres carrés, d'accord? Quand on n'a plus d'industrie, quand on n'a plus aucune ressource parce qu'on a fait filer l'Afrique, flec comme ça, quand on s'engueulait avec les pays de Golfe et quand on a fait une énorme, énorme bêtise avec la Russie, je crois que c'est vraiment pas la période la mieux pour moufter un petit coup. Hein. On a toujours accusé la Russie qui va faire du chantage sur son gaz. On s'est carrément, je dis, aplati devant les deux États-Unis en disant qu'on est les plus riches, les plus forts et les plus, enfin tout ça, vaillants. Non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent d'autre? Il ne peut pas dire autre chose. Donc, encore une fois, on passe pour des guignols devant le monde entier, mais on ne peut pas agir autrement. On s'est toujours donné cette image-là. On avait juste à se mettre comme ça, ouvrir la bouche et tout tomber dedans. Et là, dans ce coup, on a toujours la bouche ouverte et il n'y a plus rien qui tombe. Et on est en train de dire, hey, oh, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et puis là, on nous dit, ben non, il n'y a plus rien qui tombe. Et donc, il faut, excusez-moi, trouver un compromis. Mais trouver un compromis, ça veut dire des concessions. Et l'Occident, aujourd'hui, il ne veut aucune concession. Il veut que ça continue comme ça a été jusqu'alors. J'ouvre la bouche et tout me tombe dedans. C'est plus possible. Voilà. La diplomatie, c'est les concessions. Mais ce mec, il n'est pas diplomate. C'est quoi? L'Occident n'a jamais allé aux concessions. L'Occident a eu les concessions de la part des autres. Voilà, je viens, je te dis, tu fais ça, 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 ça et ça, et tout le monde fasse que. Regarde Trump, regarde son voyage là. Il arrive partout. Attendez, il est en train de proposer, depuis 2023, il propose toujours la même chose aux Russes, et ils sont surpris que les Russes n'ont toujours pas dit oui. Enfin, quand même, hein. La concession, c'est un compromis. Je veux dire, on est obligé de céder aussi un peu, mais l'Occident n'est pas prêt à céder devant personne. Voilà. Alors, Michel, vous, au Canada, vous avez un ministre des Affaires étrangères ou vous avez un mec comme Monsieur Séjourné? On a un ministre des Affaires étrangères et la particularité qui se passe ici, c'est que on essaye de plus en plus de sortir de la dépendance des États-Unis. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a de plus en plus des options qui se présentent. Je lisais encore aujourd'hui une situation qui est arrivée où les États-Unis ont sanctionné le Brésil au sujet du café. Ils avaient une quantité de café qui était arrivée aux États-Unis. Monsieur Trump a décidé de sanctionner le Brésil en augmentant le, le degré de pourcentage de droits tarifs douaniers. Ben, les Canadiens en ont profité pour s'en emparer et assurer des réserves suffisantes, contrairement à nos voisins. On essaie vraiment de parler avec le plus de gens pour sortir de plus en plus de cette dépendance américaine. Maintenant, pour ce qui est de Monsieur Barrot, il est complètement barré. Je ne sais pas où il est barré, mais vraiment complètement, je ne dirais pas à l'est, parce qu'à l'est, ça ne va pas, et c'est plutôt à l'ouest, et dans la mauvaise direction. Il ne peut que dire ce que son président dit. Et de plus en plus, le gouvernement français ne représente de moins en moins les Français. J'ai suivi dernièrement, il y a eu un sondage qui présentait maintenant qu'il y avait 11% des Français seulement qui étaient favorables au président Macron. Je crois que de toute l'histoire de la France, il n'y a jamais eu une situation analogue. Il y avait Hollande qui avait. Il y avait un peu plus. Là, je crois que c'est le retour. Il était un peu, il était bas, c'est vrai, mais je crois que M. Macron a battu son record en allant encore plus. On dirait que c'était un remake du Grand Bleu. On veut plonger le plus loin possible là-bas. Moi, finalement, je confonds Séjourné et Barrot. Parce que Séjourné, maintenant, bon, il est en Europe, mais c'est kiff-kiff bourricot, en fait. Mais oui, ils ne doivent que reproduire la politique du président. Le président veut qu'il y ait une guerre, donc ils ne peuvent qu'avoir des discours qui vont dans ce sens-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le gouvernement
qui est mis en place actuellement, c'est un gouvernement qui ne représente pas les Français en termes des choix des Français lors des élections. Donc, on essaye de maintenir quelque chose et s'il faut parler d'une certaine manière, il va parler de cette manière-là où il est question d'entretenir la guerre, de présenter les Russes sur le point de perdre, etc., de se présenter comme le vaillant héros qui va venir avec ses gros bras musclés délivrer toutes les choses et battre les Russes qui vont aller se terrer dans une tanière ou quelque chose dans le genre. C'est vraiment l'idée qu'ils veulent donner, mais malheureusement, ça passe de moins en moins. Les gens croient de moins en moins à cela et c'est juste pour la galerie. C'est juste pour animer la galerie. Alors, Après, quand on parle de la Russie qui veut reconstruire l'Union soviétique, vous savez que, à propos de l'Ukraine, la Russie a toujours dit qu'il voulait avoir les 4 oblasts, éventuellement Odessa, même je pense sûrement Odessa, mais il n'aura pas plus loin. Et il n'aura pas plus loin parce qu'il a pas envie. Je veux dire, il a plus envie de s'occuper des autres républiques qui vivaient à l'époque de l'Union soviétique sacrément même mieux que la Russie. Donc aujourd'hui, il va prendre les territoires russophones, il va faire sa protection, il va négocier avec l'OTAN sa sécurité, mais il n'aura pas plus loin. On pourra toujours expliquer que la Russie a eu peur de sacrer, donc, je veux dire, l'Europe, pour s'arrêter juste là, mais il s'arrêtera juste à ces territoires-là, à ces oblasts-là. la Russie n'a aucun intérêt à rentrer en Ukraine de l'Ouest. Non, aucun. Non. En plus, ça va coûter beaucoup trop cher, c'est pas la peine. Là, les Ukrainiens détestent les Russes. Ouais. Vraiment. Et là, vraiment, ben, n'oublions pas que jusqu'en 1955, il y a eu une résistance anti-russe en Ukraine. Ouais. Et pro-allemande. N'oublions Oui, pas. c'est exact. Dans les certaines régions, oui. Ah oui? Mhm. Il y a dans les certaines régions, mais il y a aussi les pro-hongrois. Il y a toute une région où habitent encore des personnes qui sont ethniquement hongrois et qui parlent encore hongrois. Et la Hongrie, aujourd'hui, elle lutte aussi pour la défense de ces minorités. Les Polonais Oui. aussi. Et les Polonais aussi, oui. Ben, les Polonais, eux, ils veulent les territoires, ils ne veulent pas les Ukrainiens. Donc, c'est un peu. On veut, comment dire, on veut pas. On veut la faune, mais pas la flore. Enfin, le contraire, voilà. C'est un peu. Je dirais, les relations entre les Polonais et les Ukrainiens, ils ne sont pas toujours au beau fixe, mais bon. Alors, Bref, comment cela se terminera-t-il? Parce que c'est le bordel total, en fait. C'est le bordel. Non, ce n'est pas le C'est- bordel total. Ça Hein? va se finir, on va geler le front, là où les Russes voudront qu'on le gèle. On va faire un territoire, on va dire une zone grise, et on va laisser tous les autres à la reconstruction à l'Europe, puisque l'Ukraine va devenir européenne, l'Europe, elle doit avoir l'Ukraine. Ça va nous coûter beaucoup, beaucoup d'argent, je veux dire, aux Européens, mais c'est comme ça, voilà. C'est comme ça que ça va se finir. Несостоятельности. Он продолжает сотрудничать с врагами Соединенных Штатов против наших интересов, в частности, активно поддерживает войну, которую Россия ведет в Украине. Рады, что очень многие страны выступили с посылом к минскому режиму. c'est le représentant cubain. Mais alors moi, j'ai pris ça, enfin, alors, donc il soutient la Russie. Bon, voilà. Et j'ai pris ça parce que la guerre d'Ukraine a été un basculement complet de la moitié du monde vers la Russie. Un peu plus de moitié. On parle d'une majorité, comment dire, silencieuse. Ben, ça fait la moitié plus la Russie, ça fait. En nombre d'habitants, ça fait plus de moitié. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental, à mon avis, pour l'Occident. Oui. L'Occident est resté dans la logique. L'Occident est resté dans la logique des années 60-70, quand elle était encore en train de diriger les choses, etc. Et
cette mentalité-là n'est pas partie. Elle est restée sur place et alors que tout le monde autour évoluait, les Africains ont évolué, les Asiatiques ont évolué, les Sud-Américains ont évolué, mais les Européens sont toujours restés dans la position selon laquelle ils seraient toujours les meneurs, ceux vers qui les gens vont se tourner, etc., alors que les gens se détachent de plus en plus de l'Europe et même les États-Unis n'ont plus le même attrait qu'ils avaient 30 ans, 40 ans plus tôt. Donc, le monde change et ceux qui perçoivent le changement et s'adaptent au changement vivent bien le changement et ceux qui ne le perçoivent pas, ben, ce sont ceux qui se retrouvent à un moment coincés, ne sachant pas pourquoi ce n'est plus comme à l'époque. Oui, et puis beaucoup de pays ont vu la Russie se faire attaquer par les sanctions occidentales et ils se sont dit, oh là 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 là, attention, parce qu'un jour, ça risque d'être nous. Et donc, ils ont complètement basculé dans le camp chinois. Non, c'est sûr. Et des BRICS. Ils ne sont pas basculés là-dessus. Ils sont basculés aussi parce qu'ils ont, comment dire, tous ces pays-là, les sanctions, je veux dire, il y a beaucoup de pays qui vivent sous les sanctions dans le monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès qu'il y a un petit faux pas, dès qu'il y a quoi que ce soit, je veux dire, tout de suite, l'Occident, il arrive avec son dollar, avec son switch, avec ses transports et avec tout ce qu'il a en soi, je veux dire, pour tout de suite mettre les choses, je veux dire, à la règle. Et la Russie est un pays aujourd'hui qui résiste. Et elle représente pour toute cette majorité, on va dire, silencieuse, un exemple, un meneur de drapeau. Il y a, tu vois, les États-Unis, on les craint, on peut être impressionné par eux, on peut les envier, à un moment donné, en tout cas, mais personne ne les aime. Tu peux prendre ça par tous les bouts que tu veux, personne n'aime les Américains. Alors, Non, non, non. Dans le monde, je parle dans le monde de tous les autres pays, je ne parle pas de l'Occident. Je dis, dans le monde, les gens n'aiment pas les États-Unis, n'aiment pas les Américains. Tatiana, il y a quelque chose d'important, c'est que l'Afrique vient d'abandonner le SWIFT. Oui, oui, mais ça, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça. Et tu sais pourquoi? Ben oui, parce qu'ils ont peur d'être bloqués un jour. Non, ça n'a rien à voir. C'est une réponse des Chinois aux sanctions de Trump. En faisant ça, ils ont annulé les sanctions dans ce cadre-là. Tu veux qu'on paye pas les sanctions, mais leurs tarifs. Voilà. C'était une réponse, c'est vraiment comme ça, en tout cas ici qu'on on dit, c'était une réponse. Écoute, si tu vas continuer avec tes tarifs, etc., nous, on passe en régime parallèle, en fonctionnement parallèle et tu n'es plus rien. Parce que on n'est plus rien. Les Chinois n'ont pas décidé, les Africains, à faire ceci et cela. Et les Africains on leur a proposé. ont décidé eux-mêmes à passer sur autre chose. C'est normal que les nations africaines puissent, et ils ne seront pas les seuls, il y en aura d'autres, parce que le SWIFT, c'est un système de contrôle sur l'économie, sur ce que vous êtes en train de faire, etc. C'est une épée de Damoclès qui est sur la tête, qui peut vous tomber dessus dès le moment où les personnes qui contrôlent ont l'impression que vous ne jouez pas dans le sens que eux ils veulent. Donc, se détacher de cela, c'est une bonne chose, surtout qu'il y a maintenant une alternative qui existe. Et grâce à cette alternative, ben, on arrive au même résultat, plus ou moins, sans nécessairement vivre les mêmes menaces qu'il y avait avec le système SWIFT. Donc, petit à petit, le temps est en train de passer, mais petit à petit, la monnaie américaine, le dollar américain, va finir par perdre sa puissance de contrôle, de domination, etc. Et les gens vont se libérer de cela. Donc, moi, ça ne me surprend absolument pas. Oui, moi non plus, vraiment. Mais c'est vraiment, pour l'Occident, quelque chose d'épouvantable. Ben, ils sont en train ils se sont flingués, c'est tout. Encore une fois, comme je disais, les gens qui ont commencé à percevoir le changement se sont ajustés pour le changement.
Et ceux qui ne se sont pas préparés pour le changement, c'est ceux qui, petit à petit, sont en train de découvrir l'effet boomerang de leur position, de leurs déclarations, de leurs sanctions. Wait, hold on. A friend of mine, really for a long time now, if you think about it, the very, very distinguished and respected president of China. We will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you. Alors, qui veut prendre la parole pour... Monsieur Trump a-t-il gagné quelque chose, Tatiana? Je voulais déjà finir ma petite phrase de tout à l'heure. Tu sais, quand j'ai dit que personne n'aime les Américains, dans le monde, on va dire, en dehors de l'Occident, je veux dire aussi par rapport à la Russie. Il y a beaucoup de gens qui détestent la Russie, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'aiment. Et ça, c'est un petit avantage. Et voilà. Que te dire? C'est exactement ça. Trump est persuadé que, en tant qu'un Américain, il peut arriver où il veut et tout lui est dû. Non, on est toujours dans la même situation. Aujourd'hui, il faut apprendre à respecter les autres. Et un respect des autres, ça suppose un compromis, c'est-à-dire trouver un accord entre les autres. Et ça, aujourd'hui, les Américains, ils n'ont pas pris l'habitude. Ils ne comprennent pas que le monde est changé, qu'aujourd'hui, juste arriver et de dire comme ça ne marche pas. Voilà. Ils sont un peu surpris, mais c'est comme ça. Et bien sûr, il n'a rien obtenu avec les Chinois. Rien, rien, rien. La Chine, elle ne va pas jouer contre ses propres intérêts. Donc, encore une fois, c'est ridicule, mais c'est comme ça. C'est très américain. Mais là, il a vraiment perdu. Là. Et il va perdre encore davantage parce que de plus en plus, les Chinois sont en train de se positionner comme étant la grande puissance du moment. Et grâce à cela, ils sont en position de pouvoir gérer les sanctions américaines, ils sont en position de pouvoir gérer les desiderata de l'Occident, ils sont en position d'accepter ou de ne pas accepter les propositions qui leur sont faites. Ils ont vécu pendant presque, je crois, près de 100 ans où c'était les autres qui dictaient un peu ce qu'ils avaient à faire. Ils sont sortis de cette période-là et maintenant, c'est eux qui commencent à se positionner. L'avantage, c'est qu'ils viennent avec une politique qui est un peu différente de celle des Américains, donc moins de menaces et autres. Et c'est un discours qui plaît. Donc, le président Trump a tout intérêt à essayer de s'accommoder de sa position avec la Chine parce que, qu'il le veuille ou pas, la Chine est en train petit à petit de gagner des intérêts auprès des différentes personnes. Oui, mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les Chinois, ils sont sur les droits de l'homme, etc., etc. Pas Trump. Là, vraiment pas. Et qu'à regarder ce qu'il fait au Venezuela. Oui. Trump, lui, a toujours... encore une fois, Trump, lui, est en train de regarder ses propres intérêts. Il est en train de regarder ce qui arrange sa situation. C'est là où il peut gagner quelque chose. Et tant pis si jamais il faudrait qu'on passe sous silence certains dossiers qui seraient compromettants par rapport aux droits de l'homme, etc. Le droit de l'homme, les États-Unis en parlent beaucoup, mais ne sont pas nécessairement les meilleurs défenseurs. La situation au Venezuela en est une parfaite illustration. On voit là un pays qui cherche à déstabiliser complètement un autre pays. Ils veulent refaire un peu en tout cas, aujourd'hui, ça va être un peu plus difficile, mais ils veulent refaire un peu la situation du Panama avec Noriega. Mais les choses prennent une autre tournure aujourd'hui parce que
les États-Unis n'ont plus la position qu'il avait. Il n'a plus le diktat qu'il avait de l'époque. Et les choses ne vont pas nécessairement se passer de cette manière-là. Mais encore une fois, on voit qu'ils veulent reproduire les mêmes choses. Ils Alors, vont parler du droit de l'homme tant que ça justifie leur approche, mais se eux qui préoccupent parlent du droit des vraiment droits du de droit. l'homme, mais c'est de la folie, quoi. Ça n'a rien de surprenant. Ils ont leurs propres intérêts. Les États-Unis sont ceux qui ont contribué à la situation économique qui s'était dégradée au Venezuela. C'est les Américains qui étaient à la base de cela. Et donc, ils vont continuer dans cette direction-là. Et tout le monde se tait. Le Venezuela est un puits de pétrole. Voilà. C'est un puits de pétrole. Et puis, vous avez remarqué une chose. On est en train d'agresser des bateaux, on les bombarde, on leur lance des bombes et tout. Et la raison qui est donnée, c'est le fait que ce sont des narcotrafiquants. Quelles sont les preuves qui sont présentées, si ce n'est juste le discours de ceux qui le disent? Oui, oui. Quelle est la garantie que c'est ce qui est présenté est documenté quelque part? Les États-Unis n'ont jamais présenté des éléments qui attestent que les personnes qui ont été tuées sont effectivement des narcotrafiquants. Et en plus de cela, même si c'était des narcotrafiquants, si jamais on est vraiment aussi attaché aux droits de l'homme, etc., il y a une façon de faire. Arrêtez-les, faites un procès. Narcotrafiquant, je sais pas. Mais moi, j'ai lu un article justement dans le New York Times, c'était aujourd'hui, je crois. Ben justement, il disait, bah, on sait absolument pas qui sont ces hommes qui meurent. C'est ça. Apparemment. On est obligé de croire les déclarations des Américains qui disent ce sont des narcotrafiquants et personne ne creuse davantage, personne ne cherche à savoir. Mais j'ai lu quelque part que il y a dans un village une personne qui a été un pêcheur qui a été tué sur sa barque tout simplement parce que les Américains leur ont balancé des bombes alors prétendant que c'était un narcotrafiquant, alors que c'était un simple pêcheur qui était là en train de faire sa pêche. Donc, Tatiana? Oui, ben, j'ai deux remarques. La première, tu sais, on a parlé de Chine, mais on a oublié aussi de dire qu'il allait au Japon juste avant, Trump. Et là aussi, il a commencé à faire un peu de pression. Déjà, il a commencé pour expliquer que entre les Américains et les Japonais, il y avait quelques petits soucis, on va dire, hein, pas bien graves, en oubliant quand même qu'il aurait lancé sur la gueule deux armes nucléaires et que finalement, dans son propre pays, il y a les vétérans qui se rappellent encore de Pearl Harbor. Mais bon, je veux dire, Trump, c'est les formidables, comme on dit. Mais là aussi, tu vois, il a posé, on va dire, des ordres en disant que vous devez arrêter d'acheter du pétrole russe. Et les Japonais ont dit non. Ils ont dit non, on va continuer à travailler avec des Russes. Donc, si déjà à ce niveau-là, on n'obéit pas au Trump, comment veux-tu que les autres le fassent? Pour rebondir sur le Japon, tu sais que la première ministre japonaise, elle est un peu sérieuse, hein, Ah parce oui, oui. Et il leur a dit vraiment, non. vraiment d'extrême droite. Oui, Japonaise. bah, mais toi, dès que tu n'obéis pas aux Américains, tu es tout de suite extrême droite. Alors ça, on l'a compris. Ouais, Hein. ouais, ouais, Dès ouais, que tu es dans ouais. les intérêts de ton pays, tu es extrême droite, direct. Hein, direct. Non, mais là, quand même, il faut quand même pas charrier, quoi. Je dis, maintenant, tous les souverainistes, tous les gens qui travaillent dans les intérêts du pays, c'est extrême droite. Voilà. Alors, parfois, je veux dire, il ne faut pas tout mettre dans le même. Hein. mais il y Là, a une chose qui est sûre, c'est qu'on voit qu'elle se préoccupe des intérêts de son pays, c'est que, par exemple, l'Union européenne ne fait pas. Parce que Voilà. l'Union européenne ne se préoccupe pas des intérêts des pays qu'ils sont censés représenter. Ils se préoccupent des autres intérêts et entre autres des intérêts qui ressemblent plus aux intérêts des Américains que de la population. Donc, on va voter des lois, on va prendre des dispositions qui vont nuire à la population locale du moment que c'est ce qui a été décidé à Bruxelles et tout le monde va dire oui et amen et c'est tout.
En fait, le grand plan européen, c'est de créer une armée européenne et de créer un État européen. Pour l'instant, l'Union européenne, c'est pas un État, hein, c'est une association politique. Donc, il essaie de créer, et ça c'est Macron, hein, il essaie de créer ça, un pays avec l'Europe. Ça marchera jamais, hein. Nous avons des intérêts divergents. Jamais ça ira. Jamais. Oui, ça ne peut Voilà. pas marcher. Ça peut pas marcher. Bon. En plus, il y a un truc qui m'énerve très fort, c'est quand on utilise le terme droit de l'homme. Ouais. Parce que aller en Ukraine ou n'importe. Viens en Belgique, viens voir. On va mettre 250 000 chômeurs dehors du chômage. Est-ce qu'ils sont les droits de l'homme? Où est-ce qu'ils sont? Tu veux d'autres exemples? Tu veux venir à ce qu'on appelle le CPS chez nous? Où est-ce qu'ils sont les droits de l'homme? Ah! Et je parle pas de la France, hein, je parle de mon pays, la Belgique. Il n'y a pas de droits de l'homme, hein. C'est du faux semblant. Voilà. Alors, Paris. j'avais oublié de vous passer ce petit. Passant relativement Ah oui, alors, inaperçu, en sous tout les cas, radars. sous le radar complètement. Ça vient d'un article du Financial Times qui nous révèle que la bureaucratie militaire ukrainienne aurait détourné 1 milliard de dollars via une société américaine qui est basée en Arizona. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'on ne connaît pas ce qui a été détourné ou pas. Mais il y a 1 milliard dans la balance. Il quand y même. a un article du Financial Times, un journal très très sérieux, qui a été repris par personne en France. Et pourtant, alors le contexte, quand même, il faut savoir que nous, les Européens, on a donné à l'Ukraine environ 175 milliards d'euros depuis le début de la guerre. Les Américains à peu près autant. Donc c'est énormément d'argent Oui. dans un pays où malheureusement l'état de droit et la corruption sont un vrai sujet. Et en économie de guerre, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite de procédures en justice, analysées par les journalistes du Financial Times, on découvre qu'il y a un jeune homme américain qui s'appelle Tanner Cook, qui a 28 ans, qui dirige une toute petite, un hangar en fait, en Arizona, à côté de Tucson, qui soi-disant s'occupe de vente de munitions. En fait, c'était probablement des munitions de chasse. Toujours est-il que ce jeune homme est contacté par une entreprise d'armes ukrainienne qui s'appelle Progress, avec un avocat qui est plus ou moins véreux, dont on découvre après qu'il avait fait des opérations douteuses en Irak. Et Progress signe un contrat avec cette boîte totalement inconnue de l'Arizona à hauteur de 1 milliard de dollars pour la livraison d'armes. Et il y a un dépôt. Voilà le hangar en question. Voilà le hangar. Au milieu de nulle part. Et ce jeune homme va toucher 17 millions de dollars de dépôt. Et il devait livrer, tenez-vous bien, 10 millions d'obus de 23 mm antiaériens, 56 000 fusées Grad soviétiques et 24 000 obus de mortier, sans parler des quantités astronomiques d'autres munitions À partir soviétiques. de là, donc. Alors, c'est pas à partir de là, c'était à partir de Serbie. Et l'affaire capote parce que les armes ne sont pas livrées. Mais les commissions, elles, ont été versées, puisque l'avocat ukrainien, véreux, lui, demande à ce que cet argent soit viré. Là, il s'appelle Mykola Karenko, et lui, il a demandé des paiements à des tiers. En clair, c'est des commissions. Alors, combien d'argent a été versé à des commissions pour des armes qui ne sont jamais arrivées? Voilà, combien d'argent? Oui, on revient sur la corruption en Ukraine, mais bon. Nous, en Belgique, on a eu l'affaire Agusta, la vente d'hélicoptères de guerre, non, l'achat plutôt, d'hélicoptères de guerre aux Italiens. Alors, quand tu parles de corruption et tout ça, ça me fait bien rire, hein. C'est partout qu'il y a ça. Ce monde est corrompu de A à Z, à tous les étages. Le problème de la corruption, c'est un problème récurrent en Ukraine. Et tant que ce problème-là ne sera pas réglé, envoyer de l'argent en Ukraine, c'est prendre la décision d'envoyer de l'argent qui n'arriverait jamais à destination, ni pour les raisons pour lesquelles on les a envoyés. C'est un choix et on parle de l'Ukraine, mais au-delà des Ukrainiens, il y a tous les intermédiaires qui ne sont pas ukrainiens, qui sont
français, qui sont belges, qui sont allemands, etc., de l'Union européenne ou des États-Unis. Chacun essaye de prendre sa part. Donc, la guerre, ça fait le bonheur de certaines personnes financièrement. Et pas que la guerre, hein. Guerre des histoires de vaccins. Non, la guerre est beaucoup plus rentable peut-être que... Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Beaucoup la corruption dans l'OTAN. Hein. Bon. Mais bon. On voit encore où en est le dossier de Madame van der Leyen avec l'affaire des vaccins. On n'en parle pas, mais c'est quelque chose qui est connu. Alors, nous avons maintenant M. Trump qui va faire des essais nucléaires. Pourquoi donc? À cause de cette déclaration de M. Вы должны это знать. Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса. Это подводные безэкипажные подводные изделия «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Ouais, c'est un succès. Alors, qu'est-ce qu'on en dit à Moscou? Ouais, écoute, c'est un essai, on a essayé, comment dire, un véhicule. Un véhicule dans le sens que c'est des appareils qui peuvent véhiculer une arme nucléaire. Ce n'est pas des armes nucléaires. Propulsion nucléaire. C'est une propulsion nucléaire, mais comme une propulsion, je veux dire, un bateau peut avoir une propulsion nucléaire. Les brise-glaces, ils ont aussi une propulsion nucléaire. Mais c'est même pas ça qui est intéressant. C'est pas le monde nucléaire qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes, ils viennent de sortir, mettre au point, comment dire, c'est révolutionnaire ce qui vient d'être fait. Tu te rends compte, tu peux envoyer un missile, mais ça peut aussi être un avion, qui peut rester dans l'air pendant plusieurs heures, jours, semaines, voire mois, en utilisant extrêmement peu d'énergie, ça veut dire voler à basse altitude, pas extrêmement rapide, ça veut dire ça peut totalement remplacer un avion. Et en plus, ça peut durer longtemps. On peut remplacer le moteur dans nos avions par ce moteur-là. Non mais, Tatiana, ce qui m'a paru, moi, très intéressant, mais c'est en dehors des trucs militaires, c'est que depuis très longtemps, justement, on cherche un moteur fusée qui puisse être nucléaire. Et il y a des plans, d'ailleurs, à la NASA, pour avoir des fusées nucléaires pour aller sur Mars. Voilà. Ça, quand je te parle des avions, c'est des avions civils. Et on a bien dit qu'en Russie, c'est ce qu'on dit. On dit que cette technologie-là, elle va être également utilisée de fusées civiles, enfin civiles, pas militaires, oui. Pas des militaires. Bah, civils, les avions, les bateaux, mais aussi, effectivement, déjà, on utilise, d'ailleurs, il y a déjà une partie qu'on trouve dans ce missile-là, qu'on utilise aujourd'hui dans le cosmos, justement dans les stations qu'on envoie dans le ciel, mais c'est aussi la possibilité d'envoyer un satellite sur une autre planète en utilisant ce genre de moteur. C'est un moteur révolutionnaire. C'est pas une question d'une arme ou pas. C'est seulement, je veux dire, c'est totalement une nouvelle façon de fonctionner, quoi. On n'a plus besoin de pétrole pour fonctionner ça. Non, mais surtout le fuel qu'on utilisait était lourd. C'était lourd. Oui. Et donc, c'est justement l'intérêt justement de ce genre de processeur, c'est que pour aller, par exemple, dans l'espace, on n'aura plus besoin de pétrole, donc de charges lourdes. C'est ça. Pas que pour l'espace, pour plein d'autres choses. Et on peut remplacer. Moi, ça me branchait à cause de ça. Mais bon, c'est une arme révolutionnaire également. Oui, mais je veux dire, en tant qu'une arme, c'est pas vraiment un intérêt en tant qu'une arme. L'intérêt, il est justement quand tu peux faire le tour de la Terre en plusieurs fois,
je dis, sans être obligé de te recharger, sans être obligé de te poser. Et surtout, je veux dire, c'est extrêmement peu coûteux, c'est absolument pas polluant. Et on se passe de tous les problèmes d'énergie. C'est Polluant, génial. ça s'écrase, c'est polluant. Hein. C'est ça. Ben, non, non, même pas, même pas. Non, ça n'a rien à voir. Les systèmes qu'il y a à l'intérieur, du sais, extrêmement sécuritaire, et je dis, ça n'a rien à voir avec le Tchernobyl, quoi. Je dis, bon, je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques, mais je te jure que tel que c'est conçu, c'est strictement rien à voir, quoi. C'est le monde nucléaire qui nous fait peur, mais non, 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 non. Canada, Je veux dire, ça écrase. Si ça écrase avec une charge nucléaire, oui. Non. Mais tel que c'est, non. Le nucléaire qui est miniaturisé. Donc, Oui. c'est extrêmement polluant, évident, à l'évidence. Pardon, tu parles de quoi? C'est une petite Qu'est-ce qui est centrale. polluant? Si ça s'écrase. Non, 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 non. Non, 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 l'effet de s'écraser juste ne se fait pas pour provoquer ce genre d'accident, Philippe, quand même. Enfin. Quel est le combustible qui fait cette nouvelle technologie? C'est toujours le uranium? Ça fonctionne, ça se propulse avec l'air. C'est un tout petit moteur qui prend l'air à l'extérieur, l'air froid, qui le réchauffe instantanément et qui le propulse, qui rejette un l'air chaud. Et c'est l'air chaud qui fait avancer. D'accord, mais pour faire tourner les turbines, il faut un réacteur atomique. C'est pour ça que c'est une propulsion atomique. C'est que pour faire tourner la turbine, il y a une centrale atomique miniaturisée. Et qui dit centrale atomique dit uranium. Uranium. Et bien sûr. Oui, ah oui. Je crois que vous êtes en train de parler de... Tout comme les centrales nucléaires, tout comme les bateaux nucléaires et tout. Je veux dire, c'est une question de sécurité. Donc, effectivement, du travail là-dessus. Mais je veux dire, un avion qui explose plein d'essence, c'est aussi dangereux. Après, je dis, c'est vraiment à régler les problèmes sécuritaires. Mais là, on parle d'un monde. Là, on parle de missiles donc qui doivent s'écraser. Moi, personnellement, je trouvais la chose intéressante dans la mesure où la Russie est en train de montrer une technologie qui n'existe pas encore auprès des autres nations, ce qui est une bonne chose. Ça lui permet d'avoir justement, d'être en position de force pour pouvoir négocier des choses. Mais au-delà de ça, je suis en train de me poser la question. Ça, c'est ce qu'on nous a montré. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas montré? Un bon joueur de poker, il ne va pas afficher son jeu tout de suite. Il ne présentera que ce qu'il veut que les adversaires puissent voir en gardant les atouts les plus forts dans ses manches. Donc là, on nous expose ceci. Qu'est-ce qu'on ne nous expose pas et qui serait révolutionnaire? Qu'est-ce que les autres nations, comme la Chine, ont comme technologie qui ne nous expose pas? Qu'est-ce que les Américains ont comme technologie qui n'expose pas? Donc, pour le moment, sur le plan mondial, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui n'a jamais été présenté, développé, mais peut-être que ce n'est pas aussi inédit que ça. C'est en tout cas les questions que je suis en train de me poser personnellement, mais c'est bien que les Russes travaillent dans ce sens-là et qu'ils aillent dans une autre technologie et qui permettent de mieux faire, de mieux se positionner. Il y a eu 2 accidents lors de la construction de ce missile, avec 6 morts. Oui. Donc, c'est pas exactement une... Ça fait longtemps, enfin, ça fait en 2020, je crois. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Nous allons parler. En tout cas, c'était une grande avancée technologique, ça c'est sûr.
C'est Nous clair. allons parler d'une conférence qui se tient à Paris. L'actualité en France, c'est aussi cette conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs aujourd'hui à Paris. Premier objectif, mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire à l'est de la RD Congo, mais aussi dans les pays voisins. Un deuxième segment plus économique est aussi prévu. Précision d'Aurélie Bazara-Kibangula. Une femme est violée toutes les 30 minutes dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce chiffre alarmant montre l'ampleur de la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Plus de 8 millions de personnes ont fui les violences. Des milliers de blessés de guerre ont afflué dans les hôpitaux, dont la majorité étaient des civils. Alors au total, c'est 30 ans de guerre qui ont aussi essoufflé les systèmes de santé de la région. Oui, le président congolais est à Paris justement pour cette conférence. Oui, mais déjà, il y a le Rwanda qui, par son ministre des Affaires étrangères, qui a déjà réagi par rapport à ça, parce que le président Macron a annoncé l'ouverture de l'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma se trouve dans les territoires occupés par le M23. Et donc, ils disent, oui, la France ne peut pas décider unilatéralement de la réouverture de l'aéroport de Goma, puisque ce sont les gens des M23 qui contrôlent le territoire et que si jamais il devait y avoir une telle décision, il faudrait que ça se fasse via des accords entre le M23 et le gouvernement congolais actuel. Donc, c'est bien qu'on ait parlé de ça, mais concrètement, comment ça va se réaliser, ce n'est pas aussi évident que ça. La position rwandaise du gouvernement rwandais par rapport à ce dossier où ils sont justement en train de se tenir contre ce qui a été décidé, pour moi, est un élément qui vient encore soutenir cet appui du gouvernement rwandais vis-à-vis du M23. Parce que là, on est en train de parler de l'humanitaire et je crois que même en Occident, pendant les périodes de guerre, il y avait des trêves qui se faisaient pour permettre la récupération des blessés, etc. Donc là, c'est comme si jamais le gouvernement rwandais était en train de dire non, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire parce qu'il faudrait que les choses restent dans l'État. Et c'est là où on voit qu'il n'y a aucun intérêt pour le gouvernement rwandais du drame qui se passe au Congo, si ce n'est ce qu'ils sont en train de faire en sous-main derrière le M23, qu'ils supportent, qu'ils soutiennent et qu'ils ont leurs troupes sur le territoire congolais. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas les arranger, ça les exposerait davantage. Et c'est pour ça qu'ils vont se dresser contre cela. C'est bien qu'on en parle, mais je suis à cette position où je veux voir davantage. Je veux voir sur terrain la concrétisation des choses. Parce que le président Macron parle de beaucoup de choses et beaucoup de choses restent au niveau des paroles. Oui, alors en plus, il a promis de l'argent pour l'aéroport. Oui. Je crois qu'il est question pour ce projet, je ne sais pas si c'est juste pour l'aéroport, mais je pense que c'est vraiment pour ce soutien humanitaire. Il est question de quelque chose comme 1,5 milliard, quelque chose de semblable, il me semble. Je ne sais pas où on va les trouver. Enfin bon, ça c'est un problème, malheureusement. Bon. Ah si, on pourrait retirer notre aide de l'Ukraine et les filer au Congo, en effet. Non, ça, ils ne le feront pas. Que ça dure là-bas. Ça fait 20 Ah ans, bon? non? Ça fait 20 ans que ça dure. Plus de 30 ans. C'est plus de 30 ans, hein. Ça a pris du temps à arriver comment dire, en formation, jusqu'à la France, qu'il y a un petit problème là-bas. C'est plus de 30 ans que ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps, hein. On dirait que l'information a voyagé à pied, quoi. Je veux dire, au pas des petits hérissons pour arriver jusqu'à la France, pour que d'un seul coup, ils commencent à se préoccuper, hein. Tatiana, l'information a été régulièrement faite. Et ce n'est pas l'information. C'est non, pour faire un...
Voilà. Pour d'un seul coup s'intéresser. Je ne parle pas des Français, je ne parle pas des journalistes, je parle des autorités françaises. Pour que dans ce coup, on commence à en parler, je veux dire, tu dis, mais les mecs, je veux dire, ça fait 30 ans que ça dure. Pourquoi maintenant? Effectivement, oui, peut-être qu'au d'un seul coup, on s'est dit, bon, bah, avec les Ukrainiens, ça ne marche pas. On n'a pas pu, comment dire, se jeter la Russie, on va aller voir ailleurs. C'est Je un n'y peu crois pas. l'idée. Hein. Non, mais c'est juste un peu, c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est comme ça. Hein. Du moment, tout ça, ça me paraît louche. Voilà. Moi, Non, personnellement, ça me paraît très louche. personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Voilà. L'information est connue depuis longtemps. Je me souviens encore du discours du président Sarkozy qui était arrivé en train de dire, voilà, le Rwanda, un pays, un petit pays avec une démographie importante, le Congo, un gros pays où il y a des ordres. Ben, il faudrait qu'ils puissent se partager les ressources, etc. Donc, la connaissance de ce qui se passe là-bas ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des reportages qui ont été faits euh, par rapport à ça. Il y a eu un réalisateur belge, je ne me souviens plus de son prénom, ils ont tous des noms qui se terminent par Michel, qui a fait un film là-dessus où on était en train de montrer un peu ce qui se passait. Et là, dernièrement, il y a un autre film qui est sorti, cette fois-ci basé sur le docteur Mukwege, je crois que ça s'appelle Munganga. Nganga. Donc, la situation est connue, la situation est très bien connue, mais je pense que ça fait partie des discours hypocrites. Ça, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Je pense que ça fait partie des discours hypocrites où on veut donner l'impression qu'on se préoccupe, mais en fait, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin et je ne m'attends pas à ce que ça aille plus loin parce que la France n'est plus une foudre de guerre, la France n'est plus en mesure d'imposer quoi que ce soit. On voit d'ailleurs, pour montrer encore une illustration, le président français dit quelque chose, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais qui vient contredire ce qu'il est en train de dire. Que ça soit fondé ou pas, ça c'est un autre point, mais ça montre un peu le degré que même le président français, ce n'est pas le président rwandais qui répond, c'est le ministre, c'est son ministre qui répond pour dire que tu n'es plus à la page, tu n'as plus le niveau. Freddy, en Belgique, ça vous concerne comme le Congo, merde. Ouais, ça nous concerne en effet. Euh, la Belgique s'est fait du fric pendant la guerre grâce aux Congolais qui extrayaient la matière première pour la bombe nucléaire. Hein? Plus euh, les bois précieux, les métaux précieux pendant des dizaines d'années. La Belgique s'est fait du pognon hein, avec le Congo. Oh, 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 à fond. Sans compter que le barbu, là, hein, Léopold II, il faisait couper les mains aux noirs qui ne donnaient pas de rendement hein, dans les plantations. Hein. Non, la Belgique est responsable, co-responsable de ce qui se passe au Congo. Hein. D'ailleurs, quand il y a eu l'indépendance, il y a un général, je ne sais plus son nom, qui a dit après l'indépendance égale avant l'indépendance. Donc, c'est une fausse indépendance. Le peuple congolais est toujours resté victime de l'impérialisme. Peut-être pas belge, parce que les Belges ont été déclassés, mais de l'impérialisme qui pille le Congo. Et le Rwanda, c'est un peu comme Israël, hein, c'est le porte-avions d'autres nations beaucoup plus puissantes qui s'enrichissent avec ça. Voilà, c'est ça le malheureux Congo. Hein. Ouais. Voilà. Alors, vous parliez du général Janssens, celui qui a dit qu'avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Ça avait d'ailleurs Ouais. ressuscité la révolte de l'armée et ça avait créé des problèmes à Kinshasa et un peu partout. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des multinationales qui sont en train de piller, ce n'est pas dans l'intérêt du Rwanda.
que les projecteurs soient placés dans cette région-là, que quelque chose se fasse dans cette région-là. Ça n'est pas dans leurs intérêts. Donc, ils feront toujours tout pour essayer d'aller à l'encontre et c'est la population congolaise qui va continuer de souffrir par rapport à ça. C'est pour ça quand je dis que ça a pris 30 ans d'arriver comme information, c'est pas le fait que l'information est arrivée. C'est que je veux dire, pendant 30 ans, on a tout fait pour un petit peu étouffer l'affaire, quoi. Il y a beaucoup trop d'intérêt dans tout ça. Donc si on commence à en parler, ce que moi je trouve louche qu'on commence à en parler. Ou alors ça va juste être pour une bonne conscience, ou alors il y a quelque chose caché derrière. Mais bon, je veux dire, ça fait 30 ans que ça dure, et pendant ces 30 ans, on n'a pas arrêté de payer cette pauvre région en se donnant pas vraiment la peine de s'occuper de la population. Non, mais il y a toujours eu, même à l'Union européenne, il y a toujours eu des députés qui se sont levés contre cet appui au Oui, mandat. M. Marc Botenga, M. Mariani, qui ont parlé pour la situation, mais c'était des beaux discours et c'était très édifiant, mais ça n'a pas donné de résultats concrets parce que ces individus, et quand je dis individus, c'est vraiment pas dans le sens péjoratif, ce sont des personnes qui font face à un système et le système est orienté dans une certaine direction. On aura beau se dresser contre ce bateau-là et les choses vont rester telles quelles parce que le bateau va dans une certaine direction. Moi, je pense que c'est surtout pour se donner bonne conscience. Ouais. Ou alors un autre truc, mais on ne sait pas encore. C'est possible. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci Je Michel. voulais juste faire une toute petite intervention avant de vous quitter. Donc, c'était un message des Ukrainiens. Voilà. Et donc, c'est un métropolite Arsène qui était emprisonné il y a 2 ans, qui a des gros problèmes de santé, qui a dû se faire opérer et qui finalement n'a pas, enfin, je veux dire, on l'a remis en prison et sa vie est assez en danger. Voilà. Donc, on m'a demandé de toucher un mot en disant que ce pauvre métropolite, donc c'est un supérieur d'un monastère en Ukraine et qui est dans une situation extrêmement grave, parlant des conditions humaines et des droits humains. Donc voilà, je voulais juste passer ce petit message. Même si ça tombe un peu à plat, je le passe. Il est en prison, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On l'a pas encore, il est en préventif, donc on l'a pas encore accusé de quoi que ce soit. Il est en préventif depuis 2 ans. On a déposé une demande de le faire hospitaliser parce qu'il avait des problèmes graves. Donc on a porté une caution. Donc on a signé tous les documents. Il a sorti le matin pour être amené à l'hôpital. Il y avait même une voiture qui l'attendait pour l'amener justement pour l'opération. Il y a une autre voiture qui est arrivée, on l'a enlevée et le lendemain on a dit qu'on ne les laissait pas partir parce qu'il y avait, je sais pas, une nouvelle accusation. Voilà. Donc c'est le monastère, c'est Svatogorodska Larva. Non, Lavra, voilà. Et donc c'est métropolite Arsène. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne sait pas. Il n'a pas encore été jugé. Il est resté 2 ans en préventif. On ne sait pas ce qu'on lui reproche. Mais attends, Tatiana, Il n'a pas été encore jugé. comment ça se fait? On met en prison en Ukraine des gens et on ne sait pas ce qu'on leur reproche? Ah, non. Ah, je ne sais pas, d'être pro-russe, je suppose. Il n'y avait pas de jugement. C'est un métropolite, c'est un supérieur d'un couvent, un monastère. Mais on met pas en prison des gens comme ça. Enfin, bon. Bah, écoute, je ne sais pas si on les met en prison ou pas. En tout cas, il est en prison. Il devait se faire opérer. Il ne s'est pas fait opérer. Sa vie est en danger. Et quelqu'un a dit, si vous avez des moyens de passer l'information pour enfin, les gens soient un petit peu au courant, en espérant peut-être que ça fera avancer un peu son dossier, faites-le. Voilà, du coup, je le fais. D'accord. Bon. Bon, ben écoute, Merci. merci Tatiana, merci Michel, merci Freddy. À bientôt. Au revoir. Merci.
And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France